Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Alors que les élèves viennent de passer leurs premières épreuves du bac ce lundi, quid du timing? Les professeurs sont nombreux à déplorer la tenue de ces épreuves de spécialité en plein mois de mars. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Grandir seul, ne pas forcément avoir à qui se confier et à la fois ne pas avoir à partager sa chambre ou ses jouets, eh bien c'est tout le paradoxe d'être fille unique, comme le déclare Alexandra Darnoux et Christiane Germain, qui signent un livre touchant sur le sujet. Elles sont nos invitées en deuxième partie d'émission. Enfin, le poème se veut universel. Grâce à notre troubadour Loïc Landreau, eh bien, on découvrira dans le Grand JT l'histoire de la poésie. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est cet après-midi que les épreuves de spécialité du bac ont commencé, toujours sous la menace de grève et de blocage contre la réforme des retraites. Dès 14h, effectivement, 536 000 lycéens ont commencé à plancher. Près de 35 000 correcteurs sont mobilisés aux quatre coins de la France. Vendredi soir, d'ailleurs, Pape Ndiaye avait annoncé toute une série de mesures pour que les épreuves se passent pour le mieux. Des surveillants supplémentaires ont été recrutés en cas de retard des candidats pour cause de grève des transports. Des aménagements ont été organisés pour qu'ils puissent bénéficier de l'intégralité de la durée de l'épreuve. Toutes les copies ont été et seront numérisées pour un meilleur suivi de la correction. Et la mission de pilotage des examens sera mobilisée en permanence tout au long de ces 3 jours. Pour autant, ce lundi, des manifestations et des piquets de grève ont eu lieu devant de nombreux lycées et rectorats, comme ici vous le voyez à Saint-Nazaire, Argenteuil, Mitry, Fougères, Pau, Nice, Bordeaux et dans beaucoup d'autres villes de France. À savoir que si les syndicats d'enseignants ont appelé à la perturbation du bac 2023. Ce n'est pas le cas des syndicats lycéens qui ont affirmé que l'enjeu était trop important. Certains professeurs d'ailleurs partagent cet avis et ont souhaité protéger leurs élèves. C'est le cas de Céline qui a témoigné ce matin sur RMC. On est à fond avec eux, on est à fond derrière eux. Et je suis désolée, mais là, non, ça va trop loin. Et vous êtes contre la réforme des retraites, Céline? Disons, je suis pas pour. Voilà, je me suis pas mise en grève parce que le bac. Exactement, j'ai le bac à préparer avec eux, donc c'est hors de question de louper des heures. Voilà, après je ne suis pas pour, mais là c'est trop loin, on ne peut pas aller, voilà, c'est trop pour eux, c'est trop, c'est des enfants, ils ont tout mis là-dessus, et le stress qu'on leur procure à cette heure-ci en leur disant que peut-être qu'il y aura des épreuves qui vont être perturbées, etc., c'est vraiment, annulations. Voilà, c'est trop. La communauté enseignante, on le voit, manifestement divisée dans les médias tout au long de la journée. Oui, il y a ceux qui sont indéfectiblement du côté des élèves, comme Céline, et puis il y a ceux qui assurent justement que ce n'est pas contre eux, mais pour eux que ces perturbations sont organisées. Ce matin, par exemple, Jean-Marc Préel, qui est membre de Force ouvrière et enseignant à Rouen, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Il a fait grève aujourd'hui, il n'a donc pas surveillé les épreuves du bac. Pour lui, ce choix s'exprime par la réforme des retraites, bien évidemment, mais aussi par une colère forte contre le calendrier du baccalauréat, dénoncé par de nombreux syndicats depuis 2019. On l'écoute. Quelle est la cohérence pédagogique de faire passer des épreuves de baccalauréat au mois de mars, en milieu d'année? Les élèves ne sont pas préparés. Les élèves, les enseignants ont eu une pression énorme. Les élèves ne vont pas bien, les enseignants vont pas bien. Mais ça, c'est le fruit de la politique menée par M. Blanquer, M. Ndiaye, qui se sont entêtés à détruire le bac en juin, à maintenir des épreuves au mois de mars contre l'avis de tous, là encore, un déni de démocratie. Tous les syndicats disaient non, c'est pas possible, tous les personnels, et ils se sont entêtés à aller faire des épreuves en mars. Et une nouvelle journée d'action est prévue pour ce jeudi 23 mars. Dans l'actualité également aujourd'hui, le suicide d'un enseignant dans le Vaucluse dont on avait parlé la fin de semaine dernière, Loïc. On en sait plus sur les circonstances du drame. C'était effectivement jeudi dernier. Un professeur de physique-chimie de 58 ans s'est donné la mort dans sa salle de classe dans le lycée d'Arc à Orange. Il enseignait dans cet établissement depuis 5 ans et il avait été absent plusieurs mois en 2022 pour soigner une dépression. Le parquet de Carpentras aujourd'hui a confirmé la thèse du suicide par électrocution. Selon nos confrères de la Provence, l'enseignant aurait placé un câble sur sa main droite et un second sur sa main gauche avant d'allumer le courant. Il aurait laissé 2 lettres, dont une destinée aux pompiers, leur demandant de faire attention à bien éteindre le courant avant de toucher son corps.
Et on termine avec une information qui pourrait paraître anecdotique, mais pourtant c'est une grande victoire pour tous ceux qui sont attachés aux langues régionales. Les épreuves scientifiques du brevet pourront à nouveau être passées en basque. Pape Ndiaye l'a officiellement annoncé samedi. Dès les 26 et 27 juin prochains, les collégiens scolarisés au sein d'établissements dits d'enseignement immersif basque pourront composer en langue locale. Depuis 2 ans, seuls les mathématiques et l'histoire-géographie étaient concernés, mais le dispositif est désormais étendu aux sciences de la vie et de la terre, à la physique et aux sciences techniques, donc en fait à l'intégralité du brevet. Et c'est une grande victoire, effectivement, comme vous le disiez, pour les défenseurs des langues régionales et les 270 élèves qui vont passer cet examen. Mais leur combat ne s'arrêtera pas là, puisque l'interdiction de passer les mathématiques et l'histoire-géographie en basque au baccalauréat reste en vigueur. Une mobilisation a d'ailleurs été organisée tout au long de cette journée au lycée Bernat Etxepare en faveur du baccalauréat 100% basque. Merci Loïc. Faut-il maintenir la tenue des épreuves de spécialité au mois de mars, plus de 3 mois avant la fin de l'année scolaire? Alors une majorité de profs sont contre. Pourquoi? Quelles conséquences sur les élèves? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Christine Guimonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire-géographie et face à vous sur le plateau, un fidèle parmi les fidèles, Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du SNALC. Alors avant même de parler spécifiquement des épreuves de spécialité du bac qui ont démarré aujourd'hui et ce pour 3 jours, j'aimerais juste revenir sur un petit détail, sur cette 11e 49.3, en tout cas sur la réforme des retraites adoptée ce jeudi. À l'échelle des professeurs, c'est un nouveau coup dur. Cela fait évidemment écho aux négociations qui se sont soldées par un échec avec le ministre Pape Ndiaye. Je cite un enseignant qui dénonce une réforme des retraites brutale, injuste, inutile et injustifiée. Celle-ci frappera d'abord les femmes les plus précaires et les plus fragiles. Un mot, Jean-Rémy Girard. C'est vrai. Cette réforme frappera d'abord les femmes et les plus précaires et les plus fragiles. Or, dans l'éducation nationale, on est des métiers très très féminisés et on a aussi beaucoup de personnes qui sont très fragiles. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap, par exemple, qui sont à 95% des femmes. Donc on se retrouve dans des métiers qui sont déjà en crise, finalement, à encore plus dégrader, et cette fois-ci dégrader la fin de la carrière, en se disant qu'il va falloir rester plus longtemps si on veut partir avec son taux plein ou travailler plus de trimestres si on est né dans la partie de la réforme qui est concernée par l'accélération de la loi Touraine. Donc effectivement, c'est une dégradation dans des métiers déjà dégradés. Donc forcément, c'est très mal pris par la profession, ça se comprend. Une double peine que vous me partagez également, Christine Guimonet? Tout à fait. Le mécontentement est vraiment très important. La question salariale, même si on parle pour nous de traitement puisque nous sommes agents de l'État, la question salariale, elle est de plus en plus aiguë puisque nous sortons de plusieurs années avec un point d'indice qui est gelé. Les professeurs n'économisent ni leur temps ni leur énergie pour travailler avec leurs élèves. Nous avons également des collègues qui sont obligés pour des raisons qui leur sont personnelles de prendre des temps partiels. Et le gel d'un point d'indice, il faut voir aussi l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble d'une carrière. Nos collègues qui aujourd'hui ont pris leur retraite, lorsqu'ils ont commencé, c'était l'équivalent de 2,3 SMIC. Oui. Aujourd'hui, un professeur certifié débutant gagne moins qu'un gardien de la paix. Donc il y a à la fois une sorte de décrochage par rapport aux autres métiers de la fonction publique, et également par rapport aux autres professeurs dans les pays de l'OCDE qui sont beaucoup mieux rémunérés que nous. Et il faut aussi cesser de dire que nous travaillons moins que dans les autres États, parce que c'est faux. Un problème de reconnaissance générale en fait, du métier d'enseignant, du métier de professeur dont on a parlé très souvent ensemble, Jean-Rémy Girard, sur ce plateau et qu'on évoque très souvent sur School TV. On va s'atteler précisément aussi à ces grèves qui ont eu lieu aujourd'hui, portées par ces épreuves de spécialité du bac qui ont commencé aujourd'hui, demain et après-demain, qui ont lieu donc aujourd'hui, demain et après-demain. Un point sur la tenue même de ces épreuves, on va détailler ensemble chaque point. Certains syndicats opposés à la réforme donc, des retraites
et au calendrier même donc de ces épreuves, qui, je le répète, aujourd'hui on est le 20 mars, qui débute donc au mois de mars, étaient dans la rue aujourd'hui. Est-ce que finalement ces épreuves ont pu se passer correctement? Est-ce que vous avez des informations déjà l'un et l'autre dessus, Jean-Rémy Girard? Oui, alors des retours que l'on a, les épreuves ont pu se passer et les élèves ont effectivement pu composer. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un certain nombre de syndicats, dont le SNAL, car on avait posé des préavis de grève larges, c'est-à-dire nous on l'a posé depuis janvier et il va jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et j'allais dire, si des collègues souhaitaient localement faire grève, je parle de l'action légale, de faire grève, je ne parle pas de bloquer le lycée ici, eh bien ils pouvaient le faire. Ce qui s'est passé, c'est que très majoritairement, les collègues n'ont pas fait grève, visiblement, et ont privilégié, dans ce choix un petit peu compliqué, quand même, entre la situation politique extrêmement tendue et le désir que les élèves passent le bac dans de bonnes conditions, ils ont plutôt privilégié le second choix sur le premier. Ça ne veut pas dire que la mobilisation baisse pour autant. Il y a une journée interprofessionnelle très large jeudi, et il est probable qu'elle va être très suivie, surtout au vu de ce qui s'est passé avec le 49.3 la semaine dernière. On peut imaginer le dilemme, j'imagine que vous le partagez aussi, Christine Guimonet, de effectivement mettre en difficulté les élèves qui ont travaillé pendant tout au long de l'année, et même d'ailleurs on peut dire depuis plusieurs années, puisque un bac ça se prépare depuis plusieurs années, et puis tout d'un coup de se retrouver dans une situation effectivement avec des surveillants qui ne sont pas forcément là, avec des problèmes de transport aussi qu'ils ont pu rencontrer aussi à cause des grèves. J'imagine que c'est à la fois compliqué pour vous en tant qu'enseignante comme situation, et pour les élèves que vous connaissez et à qui vous dispensez ces cours. Oui, tout à fait, parce que on a pris le parti de laisser aux collègues la liberté de ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui, et par contre de se réserver aussi, quand on le souhaitait, pour une très grosse mobilisation jeudi. Donc jeudi, c'est effectivement le lendemain de ces épreuves de spécialité. S'il y a une mobilisation plus forte, qu'espèrent ceux, donc vous en l'occurrence, qui allez faire grève? C'est-à-dire les syndicats, les enseignants, les surveillants aussi, enfin tout le personnel de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme changement et comme éventuel dialogue avec le ministère? Jean-Rémy Girard. Alors là, on va même au-delà du ministère, puisque là, on est sur un projet de réforme des retraites qui ne concerne pas que l'éducation nationale, même si on se le prend dans la figure, mais comme d'autres se le prennent également dans la figure. La première chose que l'on demande, évidemment, c'est le retrait de ce projet de réforme. Je crois qu'il ne fait ni la majorité dans la population, ni dans les enquêtes d'opinion, ni visiblement à l'Assemblée nationale, puisqu'on a refusé aux députés de voter quand même, ce qui est quand même pas la chose la plus démocratique qu'on puisse imaginer dans notre système. C'est pour ça que les Français sont dans la rue, a priori. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans la rue et vont l'être. Parce qu'effectivement, on le voit, certaines personnes sont dans la rue, ne serait-ce que pour le côté, disent-ils, non démocratique. Parce que certains sont quand même pour cette réforme. Il y en a qui le sont. Tout à fait. Là, la question, c'est pas de dire on est pour, on est contre cette réforme, même si on voit que chez les gens qui travaillent, ils sont quand même beaucoup moins nombreux à être pour que chez les gens qui ne travaillent plus aussi. Même s'il y a des retraités qui nous soutiennent, y compris des retraités. J'aime votre cynisme, Jean-Rémy. Voilà. Non, mais enfin, c'est bien de le rappeler. C'est simplement les enquêtes d'opinion qu'on a pu consulter. Mais j'allais dire que, au-delà de cette question de la réforme des retraites, il y a effectivement ce qui s'est passé en termes de gestion du débat démocratique et dans l'éducation nationale, et on l'a rappelé là en début d'émission, il y a le fait qu'on soit dans un ministère et dans des professions en crise. Et je pense que tout ça, ça fait un ensemble qu'il faudrait peut-être à un moment, auquel il faudrait peut-être à un moment faire attention, qu'il faudrait peut-être un petit peu plus préserver qu'on ne le fait, parce que oui, il y a un moment où ça peut vraiment exploser en fait, et ça peut vraiment très mal se passer et devenir de plus en plus imprévisible, cette façon peut-être de gouverner, mais au-delà de la façon de gouverner, moi je représente juste les personnels d'éducation nationale et du supérieur, cette façon de maltraiter son école. Alors j'ai poussé un peu plus loin, c'est-à-dire que dans ces cas-là, quand vous me dites ça, Jean-Rémy Girard, puisqu'on voit en face un 11e 49.3 adopté, est-ce que lorsque vous dites ça peut exploser, on est au bord de la crise, qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire comme situation demain, c'est-à-dire jeudi quand vous allez manifester, vendredi, les semaines qui vont suivre? Alors, de notre part, probablement, on va pas faire. Les enseignants sont pas connus comme étant les plus violents dans les manifestations, mais effectivement, on sait que ce genre de choses en France, ça peut dégénérer aussi chez les étudiants, même chez les lycéens parfois, et dans ces cas-là, ça devient très vite très incontrôlable. Donc, à un moment, on a des syndicats qui, je crois, font preuve vraiment de raison. Si la journée a été posée jeudi
et pas mardi, c'est probablement pas pour rien. C'est aussi qu'il y avait cette idée des épreuves du baccalauréat dans la tête de l'interprofessionnel. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui a accéléré le calendrier, fait un 49.3 juste avant les épreuves du bac. À un moment, ceux qui jouent avec le feu sont plutôt du côté gouvernemental que du côté syndical. Christine Guimonet, est-ce que les étudiants que vous rencontrez, avec qui vous discutez, sont aussi très inquiets de cette réforme des retraites, et notamment aussi pour l'école dans son ensemble, pour l'éducation ? Oui, les élèves sont d'abord inquiets pour eux parce qu'en fait, là, ils sont dans une situation où il faut bien être conscient qu'on a avec nous les élèves qui ont été confinés en 3e, qui ont eu des demi-jauges en seconde. Et là, le baccalauréat, en fait, je ne pense pas que Jean-Rémy Girard me démentira, mais on a rarement eu une réforme qui s'est mise en place dans d'aussi mauvaises conditions. Bon. On ne peut pas évacuer ce qui s'est passé depuis mars 2020 avec la pandémie, parce que l'impact a lieu en cascade sur les différentes cohortes d'élèves, placés de manière absolument obstinée et déraisonnable, alors que les associations disciplinaires professionnelles, les syndicats ont prévenu à plusieurs reprises le ministère que le positionnement en mars, c'est un non-sens pédagogique, c'est prématuré. On a des élèves qui ne sont pas prêts, des élèves qui sont en plus angoissés à l'idée de passer les épreuves, angoissés à l'idée de finaliser leur dossier Parcoursup. En fait, en mars, là, on a l'impression qu'il y a tout qui se coagule. On a les épreuves du bac qui arrivent beaucoup trop tôt. Et pour des élèves qui sont prêts, qui sont bons, très bons, il y en a partout. Mais il y a aussi des élèves qui ont besoin de plus de temps pour pouvoir s'approprier les savoirs. Il y a des programmes qui sont denses, qui sont certes très intéressants, mais très exigeants. Et il faut que les élèves puissent avoir le temps de s'approprier les savoirs, de les digérer pour pouvoir après les réutiliser dans les types d'exercices qu'on leur demande de maîtriser lors de l'examen. Et quelques semaines de plus, il y a des élèves pour lesquels ça fait la différence. Alors justement, Christine, on va détailler tous les points que vous venez d'évoquer qui sont fort intéressants. Le premier point, effectivement, du côté des élèves, des épreuves COEF 16. COEF 16, c'est pas rien, je le rappelle, avec la réforme en fait Blanquer et maintenant Ndiaye, on peut dire Pap Ndiaye, c'est en fait 3 spécialités en première, puis 2 en terminale. Donc il y avait les épreuves du bac à passer, donc 2 spécialités. Ça veut dire qu'on doit avoir fini un programme, donc effectivement, vous le disiez, très dense, très tôt dans l'année. J'ai lu sur plein de témoignages sur Internet qui disaient effectivement, les professeurs, je n'ai même pas eu le temps, j'ai à peine fini le programme de physique-chimie ou d'histoire ou autre. La semaine dernière, les élèves passent les spécialités aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les profs ont vraiment peiné à boucler le programme, Jean-Rémy Girard ? Oui, les professeurs ont peiné à boucler leur programme. C'est plus vrai, je dirais, dans certaines spécialités que dans d'autres, parce que les programmes ne sont pas tous... La physique-chimie, par exemple. Très clairement, les collègues de physique-chimie, ils n'en peuvent plus. Voilà, je ne dis pas que c'est la seule, mais en SES, en histoire-géographie, c'est aussi compliqué. Mais en physique-chimie, par exemple, c'est très, 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 très net. On a eu énormément de remontées de professeurs de physique-chimie. Alors, ce n'est pas tout le programme qu'il faut boucler en mars, en fait, puisqu'il y a encore ensuite l'année scolaire qui va... Mais alors justement, on va en parler de ça, parce que... Voilà, c'est un programme, c'est un morceau du programme spécifique pour les épreuves, mais ce morceau lui-même est probablement trop gros par rapport au temps que l'on a réellement, d'autant plus qu'en fait, tout le travail de méthode que l'on étalait jusqu'en juin, maintenant on est obligé de le ramasser jusqu'à début mars. Donc en fait, on est obligé de faire plus de méthodes sur le début de l'année scolaire et on ne peut pas en même temps faire de la méthode et avancer le programme aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc on doit faire des choix en fait en tant qu'enseignant. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, méthode, pédagogie, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'une dissertation, c'est compliqué à mettre en place. On peut par exemple maîtriser un sujet, mais avoir du mal à le mettre en forme. Ça aussi, les élèves ont besoin de temps pour pouvoir apprendre ça. Christine Guimonet, quand vous parliez effectivement de la pénibilité de cette situation des élèves, c'est peut-être ce que vous voulez mettre en lumière aussi, le temps pour certains ? Tout à fait, parce que nous, on est dans un temps pédagogique. Donc, le temps pédagogique, ça n'est pas ni le temps médiatique, ni le temps politique. On n'est pas sur les mêmes temporalités et nos élèves ont besoin justement de ce temps nécessaire pour s'approprier les savoirs, les convertir et après les réutiliser dans les exercices. Et on sait très bien que dans une classe ou dans un groupe de spécialité, il y a des élèves qui avancent de manière fluide, assez rapidement, qui comprennent tout de suite. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps, qui ont plus de mal à comprendre les notions. Donc, quand on dit qu'on termine un programme la semaine qui précède le placement des épreuves dans le calendrier,
est-ce que les dernières notions, les élèves ont vraiment eu le temps de se les approprier et de les digérer? Moi, je ne suis pas très sûre. Donc, faire la course au programme, la course aux notions, c'est pas comme ça qu'on prépare le mieux les élèves. Et je sais que tous mes collègues ont fait le maximum pour être prêts dans les temps. Face à cette situation, pardon Christine de vous couper, mais face à cette situation, le ministre Pap Ndiaye a justement a annoncé l'organisation de 2 jours de révision supplémentaires durant le week-end. Alors évidemment, la question que je me pose, mais elle est peut-être un peu naïve, mais pourquoi tout se fait dans l'improvisation ? Parce que, on le savait, ça, l'année dernière, que ça allait arriver. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on a fait les épreuves l'an dernier, et ça a été beaucoup plus compliqué, puisqu'elles ont été au mois de mai, puisqu'il y avait encore le reste de la pandémie qui était là, on avait annoncé les jours de révision beaucoup plus tôt, en fait, dans l'année. Alors même qu'on était beaucoup plus dans une gestion de l'urgence. Là, on aurait pu les annoncer à la rentrée scolaire de septembre. C'était quand même pas, il fallait pas être devin pour se dire que les élèves avant le bac, ils aiment bien réviser. C'est pas une surprise. Mais alors pourquoi ? Voilà. Mais parce qu'on n'a rien prévu de tout ça. En fait, on n'a absolument pas prévu de tout ça. Et on s'est rendu compte, le ministère s'est rendu compte visiblement au dernier moment en discutant avec les lycéens, qu'il aurait peut-être fallu écouter un petit peu avant là-dessus, que des élèves, pour passer leurs épreuves de bac, souhaitent pouvoir réviser avant. Et quand on était dans l'ancien bac, ça ne posait pas de question, puisque de toute façon, les cours se terminaient suffisamment tôt, en juin, pour qu'il y ait une plage de révision avant les épreuves. Donc on n'avait pas organisé, j'allais dire, des jours spécifiques. Il y avait cette plage de révision et les établissements accueillaient les élèves selon diverses modalités. Là, on est en plein dans les cours. En fait, on est en plein dans les cours. Je vais faire une question assez large, mais ça va nous permettre de clore le débat là-dessus, parce que finalement, c'est un stress général. Stress général pour des spécialités du bac qu'on passe au mois de mars, donc on n'a pas fini le programme. Deuxième point, psychologiquement, c'est difficile. C'est le bac quand même, ce n'est pas rien, c'est une épreuve. Même si pour certains, ça reste une simple épreuve de plus dans la vie, mais enfin, c'est quand même la première grande épreuve après celle du brevet. Deuxièmement, c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation où il y a donc 2 matières de spécialité qui représentent en gros, si je calcule bien, 32% de la note globale du bac, plus ce mois de juin qui arrive pour les professeurs, dont on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Enfin, je dis mois de juin, en fait, c'est pas mois de juin, parce qu'il y a avril, mai, juin. Il y a 2 autres épreuves à venir, et basta. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des 3 mois restants ? Alors, d'après le ministère, on est censé continuer les programmes tout en les préparant au supérieur, tout en faisant différemment. Enfin, à un moment, il y a un programme. Il y a des éléments de programme qui sont parfois indispensables pour les études supérieures. Pensez à la physique-chimie, à la chimie. Il y a énormément, les collègues nous ont remonté que l'essentiel des notions utiles pour aller en médecine n'étaient pas encore traitées, seront traitées entre mars et juin. C'est rassurant. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant, moi je ne suis pas très rassuré, je vous le confirme. Mais voilà, on est censé continuer les programmes, mais avec des élèves qui vont probablement être assez démobilisés. Ils ont passé l'essentiel de leur bac, ils peuvent déjà se dire s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas, pour un certain nombre d'entre eux. On aura les résultats des épreuves de spécialité à quelle date ? Alors, normalement, on est censé, les élèves ne seraient pas censés les avoir avant la fin de l'année. Voilà, on va voir si c'est respecté ou pas, sachant que c'est remonté, les notes sont remontées dans les dossiers Parcoursup. À mon avis, ça peut circuler quand même assez rapidement. Moi, j'ai vu une note qui disait que le 12 avril, les notes seraient connues. Normalement, voilà, elles seront connues, mais au départ, on nous avait dit qu'elles ne seraient pas connues, comme ça les élèves continueraient à travailler. Donc il reste philo et le grand oral. On peut se dire aussi que c'est une période qui va permettre, une fois que les épreuves de spécialité sont passées, que finalement on va pouvoir réviser ce fameux grand oral. Oui, mais enfin il y a d'autres choses à faire déjà. Il y a, une fois encore, le grand oral, pour chaque élève, porte sur son sujet à lui, qui n'est pas forcément en lien avec la partie de programme qui reste à traiter jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il y a même beaucoup de chances qu'il ne soit pas en lien avec cette partie-là et que l'élève un petit peu intelligent se soit dit « je vais plutôt prendre un sujet sur lequel j'ai bien carburé pour les écrits plutôt que de me prendre un sujet sur des notions que je vais traiter en mai ». Voilà, ça ne paraît pas évident de faire ça. Il y a d'autres disciplines, une fois encore. Enfin, on ne fait pas que des spécialités non plus en terminale. Il y a d'autres disciplines où on est censé continuer d'aller et où il n'y aura pas plus d'épreuves non plus en juin. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué qui me paraît important parce que là, on parle évidemment des élèves de terminale. Enfin, tout ça, ça a un impact sur les élèves de seconde et de première. C'est-à-dire que là, en ce moment où les épreuves de maths ou d'autres spécialités, je ne sais pas pourquoi j'ai dit maths, on pense toujours aux maths, les épreuves de spécialité sont en train d'être passées, les élèves de seconde et de première n'ont pas cours. On n'a pas reconquis le mois de juin, et on est en train de perdre des journées en mars et en avril. 500 heures de cours annulés pour 35 classes, disait un prof de français qui s'appelle en l'occurrence David Blanchard, qui témoignait effectivement sur un article, entre les enseignants qui vont corriger les copies ou encore les secondes et les premières qui restent chez eux les jours d'épreuve. Effectivement, ça correspond à 500 heures de cours annulés. Christine Guimaunet, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des élèves en classe au mois de mai et juin ?
On espère. Déjà, là, la situation à laquelle on est confronté, c'est que la semaine dernière, on a des élèves qui ne venaient plus dans les cours de tronc commun parce qu'ils ont besoin de réviser, parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Donner aux élèves les notes très tôt, c'est le meilleur moyen de favoriser l'absentéisme. On dit encore, comme Jean-Rémy l'a dit, qu'il y a les matières du tronc commun. En mars, il y a aussi des épreuves certificatives dans les matières scientifiques, il y a des examens de langue. Donc, en fait, le mois de mars, il va être complètement haché, tronçonné. Et pour pouvoir les remobiliser, on risque de ramer un petit peu. Et ce qui nous préoccupe aussi, outre le fait que, justement, alors que les élèves de seconde et de première ont besoin d'avoir leurs cours, on banalise, on supprime les cours pour ces élèves-là. Et ce qui nous préoccupe aussi, c'est de savoir que vont devenir les notes de spécialité. Est-ce que, comme l'année dernière, il y aura des notes remontées massivement derrière le dos des correcteurs avec le logiciel Centaurins? Ça, c'est un problème qui a été très, très mal perçu l'année dernière. Eh bien, ce sera l'objet d'une prochaine émission, Christine Guimonet. De toute façon, on va devoir se reparler à l'issue de ces épreuves de spécialité et évidemment de cette journée de mobilisation qui aura donc lieu jeudi et de la suite, hein, parce que là, on est à l'abri de rien. 11-49-30, c'est pas ce qui peut se passer la semaine prochaine et les semaines qui suivent. A priori, on ne peut pas faire plus. A priori, on ne peut pas faire plus pour cette session parlementaire. Voilà. Un quinquennat, ça dure 5 ans. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Rémy Girard, président du SNALC, d'avoir été avec nous, ainsi que Christine Guimonet. Merci mille fois d'avoir participé aussi à cette émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Alexandra Darnoux et Christiane Germain. Christiane Germain à ma droite, Alexandra Darnoux à ma gauche. Et le livre, vous signez Être fille unique, paru aux éditions du Panthéon. Je suis ravie de vous recevoir toutes les deux. Grandir seule, sans partager ses jeux, ses joies, ses chagrins avec des frères et sœurs, se construire sans la complicité d'une fratrie et plus tard, porter seule la responsabilité de parents vieillissants. Par contre, on n'est pas obligé de partager notre chambre, nos jouets ou la dernière part de tarte. Alors c'est vrai qu'il y a une ambivalence dans le fait d'être fille unique. La doxa dit que ce n'est pas bien. Souvent, c'est ce qu'on entend. Mais j'ai l'impression que vous allez me dire le contraire, qu'il faut mieux avoir des frères et sœurs, que c'est oui et non. Chacun a un peu son avis sur la question. Oui. En tout cas, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Alexandra Darnoux. Ce n'est certainement pas tout blanc et tout noir. D'abord, pour la fille unique, ce qui est compliqué au départ, c'est qu'elle est le centre absolu de l'attention. Il faut imaginer un triangle, en fait, n'est-ce pas? Alors, il y a les parents en bas du triangle, il y a la fille unique en haut du triangle. Et vous voyez vers quoi les regards se dirigent. Encore, faut-il qu'elle soit en haut et non pas dans un triangle qui soit vers le bas? C'est la vision positive du truc, je dirais. Oui. Voilà. Mais donc, ça, c'est assez dur quand même à vivre, d'être toujours au centre de l'attention. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts. Et ça demande beaucoup d'efforts il faut se réaliser, il ne faut pas décevoir. Les parents, en général, ont été assez, comment dire, parfois, en tout cas, la mère, tu dirais sans doute ça, Christiane, la mère a toujours été souvent déçue. D'avoir une fille. D'avoir une fille. C'est vrai, c'est ce que vous ressentez, oui. Et à travers tous les témoignages que vous avez reçus, souvent. Oui. Accouchement, on dit ah madame vous avez une belle petite fille. Il y a plusieurs femmes qui l'ont dit. Oui. Ma mère s'est retournée contre le mur et elle a pleuré. Et ça, est-ce que c'est le signe d'une époque ou est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que vous ressentez toujours ça? Peut-être moins. Je pense moins aujourd'hui. Oui. Je pense moins aujourd'hui quand même. En tout cas, je l'espère. Oui, c'est ça, on l'espère. Mais enfin, finalement, c'était l'idée de se dire, si on n'a pas un garçon quelque part, comment ça va se passer pour nous, la suite? Est-ce que notre fille va pouvoir réussir à faire les études qu'elle souhaite, finalement à gagner de l'argent? C'est ça? Oui.
À gagner de l'argent, à réussir. Continuer la lignée, le nom. Tout ça, c'est une énorme attente sur les garçons, évidemment. Et quand on est fille, c'est un peu plus flou. On peut dire. Un peu plus fou. En tout cas, c'est un poids dont vous parlez, effectivement, sur ce sentiment d'être fille unique. Est-ce que ça peut être aussi quelque chose de positif quand on parle de cette pyramide, enfin cette triangulaire qui va vers le haut, de se dire que l'attention est portée, peut-être certains enfants, et j'en connais, qui seraient ravis d'être le centre d'attention de leurs parents et de toute leur famille. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être seuls. Voilà, je pense que c'est un des sujets centraux, un des sujets du livre, en fait. C'est que cette solitude, elle accompagne la fille unique, comme le fils unique d'ailleurs, tout au long de sa vie, et elle ne fait que s'accentuer au fur et à mesure. C'est moi, quand j'étais petite, enfin... Quand Christiane m'a proposé de faire un livre sur le design, parce que nous sommes toutes les deux journalistes, nous sommes spécialisés dans l'architecture, le design, l'art, enfin, etc. Elle m'a dit que ce serait très intéressant de faire un livre sur le design avec nos souvenirs et tout ça. Et je lui ai dit non. Moi, je veux faire un livre sur les filles uniques. Parce que pour vous, ça a été lourd à porter ? Moi, ou parce que... comment dire ? J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait un bras, une jambe, dès la plus tendre enfance. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez eu le sentiment, car lorsqu'on est en général fille ou fils unique, on ne sait pas le manque justement, puisqu'on ne l'a pas connu. Vous l'avez ressenti tout de suite. Moi, je l'ai ressenti, il suffisait que je regarde autour de moi. Je veux dire, je voyais dès les petites classes, moi j'ai toujours vu qu'il y avait des enfants qui étaient entourés d'autres enfants, etc., etc. Moi, j'ai été entourée de personne. J'étais seule dans ma chambre, en train de jouer. De toutes les façons, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire jouer. Hein, voilà, donc... non, j'ai toujours eu l'impression qu'il manquait une dimension dans ma vie. Vous parlez de fille unique et de fils unique. Justement, je me retourne vers vous, Christiane Germain. Pourquoi ce titre, être fille unique ? Pourquoi ? Alors, j'imagine bien parce que toutes les deux, vous êtes auteurs du bouquin et que vous avez toutes les deux vécu cela. Mais pourquoi pas s'attacher aussi aux garçons ? Parce que c'est pas tout à fait la même problématique, je pense. Je crois que, en effet, suivant les générations, il y avait une énorme pression sur les garçons. Encore plus grande que sur nous. Et tous les hommes que nous rencontrons nous disent, mais maintenant, moi, fils unique, enfin on en a rencontré 3 en 2 jours, hein, et qui ont dit, parce que moi c'est du lourd. Les filles uniques, ok, bon, mais moi c'est du lourd. Alors moi je suis pas tout... Quand Alexandra m'a dit, c'est comme s'il me manquait un bras ou une jambe, je me suis dit, il faut le faire ce livre, il faut le faire. Parce que moi, je suis d'une génération qui a vécu la guerre. Et si vous avez vu les images de Mariupol, vous avez vu la mère avec la valise, un des enfants qui portait le bébé. Moi, j'ai vécu ça. Donc, je ne rêvais pas d'avoir un petit frère et une petite sœur. Pour moi, mon problème, c'était de survivre, plutôt. Donc, sur le moment, je n'y ai pas pensé. Et en faisant ce livre, c'est Alexandra qui m'a interrogée. J'ai réalisé que j'avais constitué une fratrie avec des amis. Une fratrie que vous avez toujours autour de vous avec... Vu mon âge, il y en a qui ne sont plus là, mais j'ai une amie qui m'a téléphoné hier, que je connais depuis près de 80 ans. Donc, oui. Alors, c'est aussi ça qui se passe, effectivement, du côté des enfants uniques. C'est l'idée, effectivement, de se construire sa propre famille, ceux que l'on choisit. Et effectivement, la famille, on ne la choisit pas. C'est bête de le rappeler, mais c'est une réalité. Tout à fait. Et c'est aussi une fuite, quelquefois. Quand la pression parentale devient trop lourde, on va se réfugier chez sa copine, on essaie d'aller dormir chez elle, on adore la grand-mère, on a une deuxième famille souvent, il y en a plusieurs. C'est une sorte de deuxième vie, oui. Une deuxième vie. Parallèle. Et bon, il y a ça, il y a l'énorme détermination des filles uniques. Des femmes en général. Des femmes.
On peut se le dire, Christiane. Nous sommes d'accord. On va pas faire du féminisme aujourd'hui, mais enfin c'est une réalité quand même. Allons-y. Elles sont d'ailleurs plutôt solidaires et plutôt féministes. Alors solidaire, c'est un point qui est intéressant car solidaire, c'est dans le meilleur des cas. Encore une fois, l'idée de poids et de responsabilité dans l'autre des cas, puisque c'est souvent la fille unique vis-à-vis de ses parents. Elle se sent responsable. Ah oui. Moi, je ne suis pas fille unique puisque j'ai un demi-frère et une demi-sœur, mais quelque part, j'ai cette responsabilité aussi vis-à-vis de ma maman. Je ne veux pas la laisser seule, je veux qu'elle soit toujours heureuse et choyée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut porter aussi, comme ce n'est pas mon cas, mais comme quelque chose de lourd et de douloureux. Non. Oui. Alexandra si, qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est lourd. Je pense que toi, tu peux en parler. Oui, c'est douloureux. Moi, j'ai porté ma mère pendant 10 ans, à peu près. Je l'ai accompagnée. Elle est morte dans mes bras. J'étais seule à m'en occuper. Avant, j'avais ma grand-mère. Je m'en suis occupée pendant des années aussi. Et ça a été, oui, ça s'est répété. Et au fond, ma mère qui était quelqu'un de très, elle était très belle, et peut-être je l'ai mal comprise. Mal comprise parce que le problème d'échange, justement. Une certaine. C'était une femme très déterminée, très responsable, très belle, très droite, etc. Mais pas très chaleureuse, finalement. Et j'étais contente de m'occuper d'elle. C'était mon devoir, vous savez. C'était mon devoir. Mais c'était aussi usant, parce que je travaillais, parce que j'avais 2 enfants. Mais ça m'a aussi quelque part rapproché d'elle. Ça m'a appris que cette femme extraordinaire et presque, on me disait toujours ta mère, Ava Gardner, et que cette femme extraordinaire avait aussi tout d'un coup des faiblesses. C'était touchant. Et je dirais que, au fond, j'ai compris qu'elle m'aimait quand elle est morte. Voilà. Au dernier instant. Dernier instant. C'est souvent des témoignages que l'on fait très tardivement, finalement. Souvent dans des fratries qui ne le sont pas, en l'occurrence quand on est fille unique. Je rappelle le titre de votre livre, Être fille unique, Alexandra Darnaud et Christine Germain. C'est paru donc aux éditions du Panthéon. C'est souvent ce que l'on fait, c'est des témoignages qui sont un peu tardifs parce que finalement le dialogue a été soit absent, soit très restreint. Tout à fait. Mais il n'y a pas que du triste chez les filles uniques quand même, parce que là, moi, je vous parle de choses qui m'émeuvent énormément, mais je veux dire, il n'y a pas que des choses tristes, il y a aussi... cette part de tarte qu'on ne partage pas. Cette part de tarte, la chambre qu'on a pour soi tout seul. Et des histoires d'amour. Oui. Qui sont quelquefois chaotiques chez les filles uniques, parce qu'elles ne sont pas toujours très sûres d'elles. Mais ce que je voulais rajouter à l'histoire d'Alexandra, c'est que si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait pour sa mère et avant pour sa grand-mère, elle se serait sentie coupable jusqu'au bout de sa vie, je pense. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau du Grand JT. Je rappelle donc votre livre Être fille unique, Alexandra Darnaud et Christiane Germain, livre paru aux éditions du Panthéon. C'est très intéressant et ça concerne aussi les hommes. Ne croyez pas que vous êtes exclus, bien au contraire. Il s'agit de le lire. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Ils sont jaloux. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas saisi. Incroyable. Mon fils, qui ne dit jamais rien, qui est très... et me dit, et moi, j'ai vraiment des choses à dire, moi, vraiment. Prochain livre, alors, voilà, c'est ça, Christiane Germain. C'est parti. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, c'est l'heure de retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, vous voulez nous parler aujourd'hui de l'histoire de la poésie, qui est, c'est vrai, l'une des premières formes d'expression orale pour nos enfants à l'école. Oui, et j'ai eu l'idée vendredi quand j'ai vu mon fils rentrer du CP, tout fier de me raconter la poésie sur les doigts de la main. Voilà, il y a une poésie un peu sympa sur les doigts de la main, il était fier si vous l'aviez vu, et c'est là où ça m'a frappé, les rimes, les sons, le rythme des mots, la musicalité de l'écriture procure vraiment un plaisir fou aux enfants, et c'est vrai que la poésie, c'est
c'est un enseignement, une méthode d'apprentissage extrêmement importante et ancrée dans notre vie depuis le plus jeune âge. Alors comme c'est une chronique historique, qui a inventé la poésie? Alors beaucoup d'historiens s'accordent à dire qu'elle est née en même temps que les premières civilisations. Donc ça date d'il y a très longtemps. Très tôt, on utilisait des chants et des récitations rythmiques pour raconter des histoires, chanter les louanges des héros ou alors parler de ses émotions personnelles et profondes. Et tout était transmis oralement de génération en génération. Et les premiers poèmes écrits, cette fois, il faut remonter 5000 ans en arrière. On les a retrouvés en Mésopotamie et en Égypte. Et ils étaient souvent associés à des rituels religieux, comme des expressions de dévotion aux dieux. Mais souvent, quand on pense à la poésie, eh bien, on pense à la Grèce antique, non? Oui, avec les Zaèdes, les fameux Zaèdes. Ce sont en fait des poètes itinérants, je dirais même des artistes, parce qu'en fait, ils chantaient des épopées qu'ils avaient eux-mêmes écrites et composées, en s'accompagnant comme ça d'un instrument de musique. Le plus célèbre étant bien sûr Homère, qui est l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Et plus tard à Rome, la poésie a aussi une place très centrale dans la vie culturelle, avec cette fois Ovide et Virgile. Ça, ce sont deux noms très très connus. Et on sait que c'est un enseignement très important dans l'école antique, d'autant que ces poèmes, là encore, se transmettaient de génération en génération. Et je suppose que ça continue au Moyen-Âge. Oui, avec deux biais majeurs. Alors, il y a les poèmes pensés pour transmettre des valeurs religieuses et morales, et puis les poèmes, voilà, qui sont écrits pour chanter l'amour courtois. Vous voyez, la chevalerie. Voilà, souvent d'ailleurs dans les plus grandes cours d'Europe. C'est évidemment d'ailleurs l'âge d'or des troubadours et des trouvères. Ça vous va bien les troubadours, moi, je trouve. Et c'est quoi la différence entre les deux d'ailleurs, troubadour et trouvère? Alors en fait, un troubadour récite en langue d'oc, la langue d'oc qui est parlée donc dans le sud de la France, et un trouvère, c'est la langue d'oïl qui est parlée plutôt dans le nord de la France, et ce qui est aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. Et en termes d'apprentissage à l'école? Je vous le répète à tire-larigot dans cette chronique. Tire-larigot. Tire-larigot. Oh, bah alors. Oh, mais c'est un vieux mot. Une vieille expression, n'est-ce pas? Du Moyen-Âge, néanmoins. D'ailleurs, tire-larigot, c'est très intéressant, l'étymologie, je vous la raconterai un jour. Mais en tout cas, au Moyen-Âge, l'école est administrée par l'Église, bien sûr. Et donc, les élèves apprennent des psaumes et des prières qui sont en fait écrites à la manière des poésies de l'Antiquité, avec ces rythmes, ces rimes bien particulières. Et puis quand arrive la Renaissance, on arrive à la poésie lyrique, donc on ne se contente plus de prier Dieu ou de parler d'amour ou de chevalier, mais on revient sur l'expression des émotions personnelles. Et il y a également des poètes qui se servent de leur art pour faire passer des petits messages, un peu anti-cléricaux, un peu anti-royalistes, un peu moralistes. Et l'un des plus célèbres en France, c'est évidemment Jean de La Fontaine. Oui, c'est ça, XVIIe siècle, poète / philosophe / moraliste / nouvelliste. Il a fait plein de choses, ce garçon. Et c'est un peu un concentré de toute la tradition poétique qui l'a précédé, puisqu'il a un style d'écriture à la fois très simple, très imagé, très musical, qui est finalement assez facile à apprendre aux enfants. Mais ces poètes-là et ces poèmes ne sont pas enseignés à l'école, parce qu'ils ont des approches, la plupart du temps, beaucoup trop éloignées de ce que le pouvoir veut, donc on les cache plus qu'on les promet. Oui, trop de messages transmis, en fait. C'est ça. En fait, en gros, c'est de la poésie engagée, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Et puis viennent tous ces auteurs du 19e siècle, Victor Hugo, Théophile Gautier, Baudelaire, Verlaine, Lamartine, Mallarmé, bien sûr, qui ont produit des œuvres à la fois sulfureuses, frondeuses, dépressives parfois, il faut bien le dire, en tout cas empreintes de beaucoup de souffrance, de beaucoup de questionnements sur la vie. Et là encore, ce sont des poésies qui font scandale à leur époque et qui n'ont pas été, bien sûr, intégrées dans les programmes scolaires avant le XXe siècle. C'est là vraiment que ça commence à entrer dans les programmes. Et finalement, voilà, la poésie, elle a énormément de bienfaits. Elle stimule déjà la mémoire des enfants. Elle leur permet de maîtriser l'expression orale tout en se confrontant à l'image des autres quand ils sont seuls autour de tout le monde. Et puis ça les initie à la musique, aux rimes, aux sons. Donc en fait, ça enrichit aussi le vocabulaire, ça enrichit la culture. Moi, j'ai envie de dire vive la poésie, tout simplement. C'est comme ça que vous avez enrichi votre vocabulaire, vous? Entre autres, oui. On me dit dans l'oreillette que vous avez gagné un prix de poésie, non, c'est vrai? Oh, c'est pas bien de faire ça. C'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. En première, j'ai participé à un concours de poésie dans mon lycée que j'ai gagné, voilà, avec un poème d'anticipation, parce que c'était un poème sur l'amour, mais j'avais pas de meuf à l'époque, et c'était un poème où je me faisais larguer, pardon. De chérie, j'avais pas de chérie à l'époque. Oui. Donc c'était un poème où je me faisais larguer, et je l'avais écrit pour toutes celles qui m'ont largué après. Voilà, vous voulez que je fasse quelques... Oui, bien sûr, évidemment. Alors, attendez, là,
c'est du pain béni, excusez-moi, mais... Alors, ça a commencé par « Hier, tu es parti, sans adieu ni larmes. Depuis, je n'aime plus la vie. J'aimerais pouvoir sortir les armes, mais je t'ai tellement aimé que je t'ai déjà pardonné. » Etc., etc. Premier prix de poésie, lycée, Renoir à Cannes-sur-Mer. Bisous à tous. Ça vous vient pas... J'allais dire un truc horrible, mais ça vous va pas si mal de vous faire larguer. Non, souvent, c'est là où ça émerge. Et figurez-vous que... Alors, c'est la dernière... Après, je ferme cette parenthèse personnelle. J'ai même fait un CD où j'ai écrit 11 poèmes sur lesquels j'ai mis de la musique. Donc je déclame des poèmes que j'ai écrits sur de la musique. Voilà. Ce CD existe et je peux le faire passer à qui le demande. Merci. Non mais c'est vrai en plus. Je reste sans voix. Je reste quoi? Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce joli poème. Donc écrit en première, hein, c'est ça? En première, et j'avais 15 ans. Pas encore largué, mais très bon pour le largage. Après, il y a eu, donc c'est bon. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la suite de cette émission. C'est Souvenirs d'écoliers. On va retrouver Malika Minard et son invité. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Cartouche. Bonjour Cartouche. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Alors, le grand public te connaît depuis de nombreuses années maintenant. Oh là là, on dirait un vieux. Oh là là, depuis... Oh là, mais moi aussi, hein. On y reviendra. Mais tu as commencé par la danse avant de te lancer dans l'humour. Tu as plusieurs spectacles et plus récemment un livre. Le bruit du bonheur. Je crois que vous y êtes dedans, non? Je suis dedans, parce que justement, tu as interviewé plusieurs personnalités qui s'expriment sur leur conception du bonheur. D'où est venue l'idée? De ce livre? Ouais. On était en plein Covid et c'était une manière pour moi de me poser cette question. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que les gens sont heureux? C'est quoi effectivement d'être heureux? C'est quoi le bonheur, quoi? Donc j'ai proposé à Aurélie Godefroy et puis à un éditeur de créer ces interviews de personnalités différentes, des gens connus, moins connus, et puis d'aller les voir et de poser. C'était chouette, ça a été un beau livre. Tes projets dans les mois à venir? 2 nouveaux spectacles, donc un seul en scène tout seul comme un grand, et puis une pièce de théâtre. Et puis, j'ai un théâtre que j'essaie d'acheter aussi. Aussi? Ouais, j'aimerais bien. Donc beaucoup, que de la scène en fait. Ouais, moi je crois que c'est ce qui me rend le plus heureux. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. On va essayer de se remémorer quel élève tu étais. Où est-ce que tu as grandi? Montfermeil, donc 93. Donc j'étais, c'est là-bas que j'ai fait mon petit parcours scolaire. Ton enfance là-bas, c'était comment? C'était pas facile, parce que c'était des quartiers un peu compliqués, des quartiers bien chauds, des quartiers où les grands, on les voyait disparaître et aller en prison. C'était des quartiers où il y avait vraiment une espèce d'ensemble, de groupe de mecs, il n'y avait que des mecs d'ailleurs. Et c'était pas facile parce que moi j'avais déjà une espèce de sensibilité qui était déjà réveillée. Et, tu te sentais en décalage? Ouais, beaucoup. Et normalement l'école aurait dû me sauver. Je dis normalement, parce que c'était le seul endroit où je pouvais rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres manières de voir, des filles aussi. Et ça n'a pas marché? Ça a été difficile pour moi à l'école, parce que on avait moi, le CE1 par exemple, le jour de la rentrée, un 15 septembre, j'avais des vêtements tout propres, tout nouveaux. Je m'assois dans la classe et puis il y a la maîtresse, parce que c'était les maîtresses, qui vient vers moi et qui me tire, premier jour de la rentrée, qui me tire comme ça, sur les pattes des cheveux et qui me dit « J'espère que celui-là, il sera plus intelligent que son grand frère ». Parce que justement, tu avais un frère qui t'avait... On est tous passés, on s'est quasiment suivis. Mais combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, 3 frères. Et donc ça a été très... Et toi, t'étais le deuxième? Ouais. Et celui qui t'a précédé, il faisait... Non, mais je pense que... Je connais même pas... On n'en a jamais reparlé tous les deux, mais je sais même pas s'il était mauvais ou pas. Elle avait focusé sur moi. Elle avait dit que celui-là, il sera voilà, au fond de la classe. Et puis, j'ai abandonné le premier jour, quoi. Ça a été une catastrophe.
Mais après, les autres années Les autres années, moi, je rêvais. J'étais dans le rêve. J'étais en train de regarder par la fenêtre, les 4 saisons. J'étais en train j'étais plus dans la classe. Donc, j'étais dyslexique. Je confondais les N et les M. J'avais des espèces de mélange d'ennui et de rêve, et en même temps, je faisais le plus discret possible pour qu'on me laisse tranquille. T'étais pas quelqu'un qu'on remarquait? Non. Ah non. T'étais l'élève discret, rêveur? J'étais l'élève caché. Je me cachais vraiment dans le fond de la classe, et j'essayais de pas... parce qu'elle était chaude avec moi, quoi. C'était compliqué, quoi. Je pouvais pas dire quoi que ce soit, elle m'interrogeait pas. T'avais l'impression qu'elle t'était victimisée, quoi, entre guillemets. Pour être très clair, je pense qu'elle était raciste, ça c'est une certitude, et donc qu'elle avait pris en grippe moi. On ne sait pas pourquoi, mais moi, et que j'étais donc victime, certes, mais à cet âge-là, on ne se sent pas victime, hein. On se dit pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde, pouvoir vivre cette scolarité, et j'en rêvais parce que ça m'échappait de chez moi, ça m'échappait de mon quartier, ça m'échappait, et quand j'arrivais là-dedans, il y avait un autre mal-être qui se faisait, donc... Et c'est ce qui a créé aussi Cartouche, c'est ce qui a créé mon envie de créer, mon envie d'être un observateur, de rêver. Tu avais des amis, quand même? J'avais que les gens du quartier, et j'avais un voisin qui s'appelait Olivier Pellevoisin, c'était son nom, qui était dans l'autre classe, et on se voyait quand on était à la récré. Mais dans la classe, tout seul? De toute façon, dans la classe, on ne pouvait pas parler. C'est pas comme aujourd'hui où les gens discutent, ils font le téléphone. À l'époque... Bon, on peut quand même discuter. Ah non, on ne discutait pas avec elle. Madame Jiquel, elle s'appelait. Elle t'a traumatisé. Ah bah ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Cartouche, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et merci Cartouche. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous êtes en quelle classe, Oudaifa? Moi, je suis en première. En première? Oui. Et alors, justement, pour vous, le droit de grève, ça représente quoi? Bon, alors, comme vous l'avez dit, les élèves ne peuvent pas faire grève. Ça relève un peu d'une incohérence de la part du système, parce que, en tant que lycéen, on peut être incarcéré, on peut demander son émancipation, mais on ne peut pas faire grève et on ne peut pas... Donc peut-être pour les collégiens, vous comprenez, mais pour les lycéens, vous dites déjà que c'est différent? C'est un peu plus incohérent, je trouve. Alors, l'argument qui nous est le plus donné, c'est oui, alors les blocus, il y en a beaucoup qui dégénèrent et c'est pas facile à gérer. Alors, moi, je leur réponds que la majorité des blocus que l'on fait, ils sont pacifiques. En général, il y a tellement de monde qu'on n'a même pas besoin de ramener des poubelles ou des barrières, quoi. On se met simplement devant, on chante des slogans, on porte des pancartes. On dit que la masse d'élèves devant l'établissement fait que déjà c'est un blocus. C'est un blocus. Après, pour la liberté d'aller et venir, du comment ça se complique justement. Il faut laisser une petite place par contre. Mais alors les élèves dans les lycées où ça bloque ne s'en plaignent pas, car l'extrême majorité des blocus sont votés en assemblée générale, donc encore une fois par l'extrême majorité des élèves. Voilà. Mais du coup, vous répondez quoi aux élèves qui souhaitent eux étudier, oui, qui sont au collège, au lycée, qui souhaitent avoir cours tout simplement et qui vous disent que c'est une minorité qui va justement ériger ce blocus? Alors ce n'est pas une minorité, car comme je vous l'ai dit, les blocus qui ont lieu, en tout cas de notre côté, sont votés par la majorité des élèves présents à l'Assemblée générale. Alors, mais qui est présent à l'Assemblée générale? L'ensemble des élèves du lycée. D'accord. L'ensemble des élèves du lycée, ils sont invités en tout cas. Ah oui, c'est ça. C'est une nuance importante. C'est parce que tu es invité que tu y vas. Enfin, moi, je sais que... Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui veulent venir... ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas, quoi. Mais en général, ils sont tous présents. Parce que même ceux qui veulent étudier, ils viennent, ils parlent, ils disent oui, alors ça serait bien qu'il soit filtrant ce blocus, parce que bon, on a une semaine du bac, les terminales, ils ont leur bac, il faudrait qu'ils puissent rentrer. Il existe des blocus filtrants, on en fait souvent, et encore plus donc à une semaine du bac, parce que c'est comme on ne le nie pas, c'est quand même nécessaire d'étudier.
un des métiers les mieux identifiés du droit, c'est celui d'avocat. Et dans le film, il y a une de vos consoeurs, je crois, qui dit aux jeunes qui veulent l'exercer, elle leur dit qui veut être avocat. Il y en a quelques-uns qui lèvent la main, elle leur dit bienvenue en enfer. Oui. Elle exagère un peu. Il y a un petit côté bizutage, ça reste une très belle profession. Pour autant, effectivement, c'est une profession qui est un peu éloignée, comme je le disais, des images d'Épinal. C'est une profession technique, difficile, sélective. Et en effet, on voit un échec massif en première année de droit parce que les méthodes sont différentes, parce que la matière est inconnue au lycée. On choisit cette matière sans en connaître rien, parfois même sans en connaître les débouchés. Et il est vrai que ça suscite pas mal de frustration. Ça reste un métier merveilleux et la clinique le montre parce que ça reste un métier au service des êtres humains, au service de la règle de droit qui nous rassemble, au service de la parole, au service du raisonnement. C'est un très beau métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce Bienvenue en enfer aussi le propos d'une avocate parisienne qui connaît le sort des jeunes confrères et consoeurs parisiens? On sait que c'est super dur, les débuts dans le métier des jeunes avocats à Paris particulièrement. Oui, on sait que c'est très difficile. Économiquement, il y en a beaucoup bien sûr. Qui peinent à joindre les deux bouts quand même. Bien sûr, je ne connais pas le revenu moyen d'un jeune avocat, mais ça n'est pas très au-dessus du SMIC, très honnêtement. Une fois qu'on a payé ses charges, etc., les débuts sont difficiles. Donc on prend des commissions d'office parfois, on a une collaboration, mais c'est de plus en plus difficile de trouver un patron parce que c'est un métier que l'on n'apprend pas à l'université. C'est pour ça que c'est très précieux la clinique, c'est que ça s'apprend en le faisant concrètement avec un patron. Et donc c'est vrai que parfois beaucoup d'avocats tirent le diable par la queue. On a l'impression que c'est un métier de riche. C'est tout à fait inexact. On va ensemble parler de la façon dont vous avez posé vos caméras, toutes les deux, en classe, et pas que, parce qu'aujourd'hui s'ouvre la 7e édition du Festival du film d'éducation de Bruxelles, avec un thème un peu comme un cri du cœur, soif d'idéal. Filmer l'école, mesdames, justement, c'est donner corps à ces idéaux. Je crois qu'en tout cas, dans mon cas, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de Mélanie, c'était filmer ce qui fonctionne pour essayer de donner un petit peu d'espoir sur un sujet qui, en général, quand il est abordé dans l'actualité, en tout cas française, est abordé sous son plus mauvais jour. Donc on parle beaucoup des problèmes de l'école et on a besoin de le faire. Mais moi, je voulais montrer qu'il y avait aussi des choses qui fonctionnaient dans les salles de classe en France, y compris au sein de l'école publique. Et oui, montrer une forme d'idéal, entre guillemets, parce que c'est jamais parfait, mais avec l'idée de créer une conversation dans la société qui pourrait faire avancer l'école de manière plus globale. Est-ce que la loi gagnerait à être plus enseignée à l'école ? La loi de manière générale, et pas forcément la loi concernant l'éducation. C'est vrai qu'il y a les fameux cours d'instruction civique. Les fameux, comme vous dites. Voilà, les fameux qui sont censés justement... Survol, voilà, c'est ça, c'est tout le problème, c'est parce que finalement, les élèves, ce sera les citoyens de demain, et c'est important de connaître les lois, de savoir quels sont ses droits, obligations, et ça, c'est vrai que... D'emmener les élèves à un procès aussi, peut-être, aux assises. Non, ça manque cruellement. Moi, je sais que je fais partie, j'en profite, d'une association bénévole d'avocats qui s'appelle Initia Droit, et le but c'est de venir dans les établissements scolaires et bénévolement de faire par exemple un cours sur la responsabilité avec des cas pratiques où les élèves ils interviennent, ils vont dire je sais pas sur un cas très concret d'accident. Mais ils adorent en plus quand on leur met le pied à l'étrier. Voilà, on va prendre le cas d'un élève qui renverse, je sais pas, en scooter, en trottinette, en trottinette, et où il se blesse et qu'est-ce qu'il peut faire et à qui s'adresser. Et ça c'est vrai que c'est un souci. Je pense que chez les jeunes ils se sentent exclus de plein de choses. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'interviens beaucoup en droit de l'éducation. En fait, les élèves sont des sujets de droit, enfin les jeunes. Et je trouve que souvent, ils sont mal informés de leurs droits. Et pour être des acteurs à pouvoir jouer leur rôle, c'est vrai que ça je trouve que ça devrait être amélioré à l'école. C'est la première chose que les étudiants doivent apprendre, à se détacher, non pas à déshumaniser, mais en tout cas à mettre un écran entre leur vie et celle du futur client. Ce sont des jeunes gens et souvent ils ont une empathie naturelle, une révolte qu'ils doivent garder, bien sûr. Mais je les mets en garde sur le fait de garder une distance parce que sinon ils vont se faire vampiriser par le cas, ils vont pas endormir. Or, précisément, si on est là pour donner un conseil, c'est un peu un conseil technique. Si on est complètement en empathie avec la personne et qu'on s'identifie trop,
on ne peut pas donner un conseil objectif. Et puis la deuxième chose sur laquelle je les sensibilise, c'est la question du secret. Parce que même s'ils ne sont pas avocats, ils vont recevoir des confidences de la part des gens qui vont les consulter. Et si ces confidences se retrouvent sur la place publique, évidemment, ils rompent ce pacte qui est nécessaire à l'exercice même de ce conseil. Et donc, je les mets en garde aussi sur le secret. Il y a un troisième élément qui apparaît en filigrane dans tout le documentaire, c'est le rapport entre le bien et le mal. Et c'est cet apprentissage qui ne se fait pas uniquement en clinique juridique, mais quand on fait des études de droit, pour dire, c'est pas de la morale, le droit. Oui, alors évidemment, c'est aussi une confusion qu'ils font parfois, en disant, mais c'est pas bien. Voilà, c'est trop injuste. C'est injuste. Mais en réalité, il y a d'abord la règle de droit, et j'insiste beaucoup auprès d'eux sur le fait qu'il y a des qualifications juridiques. Ils sont d'abord des techniciens. Parce que s'ils se laissent trop aller à une empathie, une sympathie, ils vont eux-mêmes se laisser manger par le cas et ils vont y passer des jours et des nuits. Et c'est pas non plus le rôle d'une clinique juridique, c'est d'avoir une distance, un recul, de mettre en pratique des connaissances techniques. Voyage en terre d'éducation auquel vous nous conviez, Mélanie. L'idée, encore une fois, c'était de se dire comment est-ce que dans d'autres pays, cette éducation au bonheur et ce bien-être qu'on ressent chez ces enfants qui reçoivent cette éducation peut réussir à se concrétiser, et pourquoi parfois, ici en France, c'est un petit peu moins la norme. Oui, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment, en faisant un peu une quête personnelle sur le sujet du bonheur, je suis tombée sur ces rapports comme le rapport mondial sur le bonheur de l'ONU, notamment avec des critères qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui donnent des pistes pour se dire, au-delà du PIB, qu'est-ce qui peut compter dans le bien-être des habitants d'un pays. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans ces pays qui sont tout le temps au sommet des classements, et notamment les pays nordiques aussi dans les classements sur le bien-être des enfants, les rapports de l'UNICEF. En creusant ces questions, donc je me rends compte que les relations sociales, elles sont déterminantes dans le bien-être des gens. C'est pas tant à l'échelle individuelle la taille de notre porte-monnaie qui va compter pour notre bonheur. À l'échelle d'un pays aussi, c'est pas tant la croissance ou le PIB qui peut expliquer le bien-être des habitants, mais bien la qualité du lien social. Donc je voulais revenir à un endroit par lequel on passe tous, la plupart d'entre nous en tout cas, à l'école, et puis voir ce qui se passe là-bas, ce qui n'est pas, on va dire, exceptionnel, parce que les écoles dans lesquelles je suis allée, c'est des écoles qui sont assez typiques, assez classiques en fait. Donc c'est intéressant de voir comment le bien-être a été des véritables projets d'établissement et pas uniquement des projets un peu à part dans des établissements qui seraient privés, qui est d'ailleurs souvent peu le cas là-bas. C'est la fin de ce grand JT. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, j'en souris encore. Merci pour cette sublime poésie. Non, mais surtout cette chronique très intéressante, effectivement, sur l'histoire de la poésie, cher Loïc. Bravo. Mais je vous en supplie, n'écrivez plus de poésie. Arrêtez-vous, c'est un carnage. Voilà, pardon, je vais pas rire sans temps, juste, je vais remercier toute l'équipe de Scout TV. Non pas que l'émission s'arrête définitivement, pourtant on pourrait, mais je vais remercier Romain Luc à la réalisation, au son, et Louise Merlin, Colline Hamel au maquillage, et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci et bonne soirée à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au sommet